Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Nathalie Firmini qui est Tanadoula. Tanadoula, ça veut dire facilitatrice du deuil et du coup ensemble on va parler de deuil, comment on peut faciliter un deuil, comment on peut accompagner les personnes qui sont confrontées à un deuil, que ce soit les équipes, les familles. Voilà, est-ce que ce soit chez soi, à domicile ou en établissement ou en EHPAD. Donc, on a plein de choses à voir. Mais dans un premier temps, Nathalie, je te propose de te présenter. Alors, je m'appelle Nathalie, et les Tanadoulas, c'est les professionnels formés à accompagner les personnes en fin de vie, avant, pendant et après le décès. Et on a aussi la spécificité, d'accompagner, les rituels, d'accompagner l'agonie, les derniers instants, d'accompagner les familles. Donc c'est un champ large et holistique, voilà. Et moi, je me suis spécialisée dans le champ de l'accompagnement de la traversée du deuil. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? J'adore cette question parce que je me la suis posée pendant un petit moment et la réponse s'est révélée à moi il y a 1 an. Hem, il y a un de mes amis qui m'a dit: «On soigne ses névroses par l'activité qu'on fait» et c'est un peu brut quand on entend ça comme ça, hein, mais ça m'a vraiment montré que le chemin de l'activité qu'on parcourt et celui qu'on choisit, ça a souvent en fait un sens et pour moi ça a du sens parce que quand j'étais petite, ma mère a perdu une petite fille, donc ma petite sœur, dans une situation tragique et je me suis rendu compte que ce deuil-là avait été vraiment traumatisant pour moi et mon objectif, ça a été d'essayer d'aider cette maman à être le plus maman possible, en fait, pour qu'elle puisse s'occuper de nous, enfin de moi en l'occurrence, qui me sentais en insécurité face à une maman qui avait perdu, le elle s'était déconnectée, en fait, voilà. Et je me suis rendu compte que sur mon chemin, j'ai souvent eu des gens qui vivaient des deuils compliqués ou des deuils, qui avaient perdu un frère, une sœur, un parent et cetera et je pense que c'est ça qui m'a mis à ça, donc pour moi, il y a pas de secret. OK, non, mais après, c'est clair que je pense que tu as raison sur le principe de tout ce qu'on fait, on le fait pour une bonne raison. Enfin, il y a un truc souvent un peu profond et tout ça et c'est pourquoi j'aime bien aussi poser cette question souvent aux gens qui bossent en EHPAD de pourquoi? Tu vois? Parce qu'en théorie, l'EHPAD, c'est pas le truc qui fait rêver. C'est pas, tu vois, je Absolument pas. bosse dans une, grande maison de luxe, tu vois, je bosse à Disneyland puisque, en fait, voilà, ça m'éclate. Pourquoi l'EHPAD? Et souvent, c'est intéressant de voir qu'il y a plein de raisons. Souvent, il y a parfois du hasard, mais il y a aussi souvent, une forme de, heu, on a été confronté et du coup, on a, une vision, un point de vue, quelque chose qu'on veut développer ou alors on a trouvé ça super bien, en fait et du coup, on veut continuer, dans cette voie OK. Moi, ce que je trouve alors, il y a plein de questions, hein, là-dessus, mais on peut rester sur ça, sur le Tanadoua. C'est, pourquoi on en parle quasiment jamais? Et j'imagine que c'est pas un métier nouveau, que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui a une dimension moi, ça me donne le sentiment un peu d'une dimension un peu ancestrale, mais néanmoins, pourquoi on n'en parle jamais et pourquoi on n'en parle jamais? C'est moi, je pense que la mort et le deuil, ça fait partie de notre chemin de vie, en fait. On sait que à partir du moment où on est, on va mourir. Pour moi, avant, tu vois, la mort, elle était inscrite dans la vie, en fait. Quand on voyait quelqu'un mourir, c'était à moins d'une mort violente, c'était, je mets ça entre guillemets, «normal». C'est à l'époque des rois, quand le roi était en train de mourir, tous les gens qui étaient autour, en attendant sa mort, en regardant son agonie, une fois qu'il était mort, tout le monde s'écriait: «Le roi est mort». Voilà, c'était pas une fête, mais c'était, un accompagnement, qui était collégial, en fait, qui était sociétal, hein, qui était communautaire, hein. Et je trouve que, dans notre manière d'évoluer dans notre monde, on a mis de plus en plus la mort dans un domaine médical et plus on a médicalisé la mort, plus on l'a mise derrière la porte. On ferme la porte, tu vois, de ceux qui et on le voit en EHPAD. Lorsqu'on a un résident qui est en train de décéder,
qu'est-ce qui se passe? Les soignants, bah, ils vont faire, tu vois, les soins qui sont essentiels à son bien-être physique, hein, mais on va être moins là, il y aura personne pour venir s'asseoir à côté de lui, tu vois, pour, ces derniers instants. Parce que dans un EHPAD, on a beaucoup de soignants qui manquent de temps. Le dernier instant, ça peut durer longtemps, hein. L'agonie, elle peut durer un certain temps. Quelqu'un qui va s'asseoir à côté d'un habitant qui est en train de mourir, bah, c'est pas les soignants qui vont faire ça, quoi. La famille peut venir et encore, même les familles aujourd'hui, je disais à La Réunion, j'ai fait une conférence il y a pas très longtemps et on parlait de notre société qui, va de plus en plus vers l'individualisme, tu vois? Mmh. Et on parlait en fait, hein, de toutes ces personnes âgées qui aujourd'hui restent seules chez elles du soir au matin. Et pour parler de ça, on en arrivait à se dire: «Comment on en est arrivé là?» Mais on en est arrivé là parce que le monde a changé. Parce qu'avant, on n'habitait pas dans de grands immeubles qui nous mettaient à distance les uns des autres, hein. On ne partait pas, hors de son territoire, voyager pour aller faire ses études ailleurs et peut-être y rester. C'est par exemple, moi, à La Réunion, on a beaucoup de jeunes, avant, tu vois, les gens, ils restaient à La Réunion. À partir des années 1960, bah, les personnes, elles sont parties un peu ailleurs pour aller chercher leur bonheur ailleurs et faire leur vie. Sauf que ces personnes-là, bah, celles qui sont restées n'ont pas attendu qu'elles reviennent, elles ont vécu leur vie et quand elles reviennent, bah, accompagner un proche, un papa, une maman qui est en perte d'autonomie, bah, c'est difficile quand on a des vies à 200 à l'heure, hein, quand on a des familles recomposées, décomposées, qu'on a un travail à distance et cetera. Donc pour moi, aujourd'hui, parler de la mort et du deuil, hein, bah, c'est quelque chose qui fait peur dans une société qui privilégie la réussite, hein, qui privilégie l'individualisme et qui privilégie la performance, hein. Mmh. Oui, c'est un sujet de toute façon qui alors je sais pas depuis quand, mais qu'on met complètement de côté et dont on parle pas. Et c'est vrai que même en EHPAD, alors on en parle, mais on en parle un peu sans en parler et tu vois? Autant je pense que les soignants, les équipes, moi j'ai souvent vu, sur des vraiment le moment de la fin de vie, peut-être plus de présence et quand c'est possible, hein, et c'est souvent difficile, mais voilà, une attention particulière. Par contre, il y a clairement un sujet de l'isolement de la personne qui est en fin de vie, qui est en train de mourir, qui voilà, où tu vois même des fois on va faire un étage ou un service, soins palliatifs où on va même se dire: «Bon, bah, OK, maintenant il faut du confort, du machin, du truc, donc on va amener les repas en chambre, on va faire un truc» et c'est vrai que du coup ça isole complètement, quoi. Et tu vois, dans mon livre «Ma vie soignante en EHPAD, en immersion chez ces grands oubliés», j'ai un chapitre, hein, sur l'accompagnement d'Yvette, hein, en fin de vie, avec les Mmh. soignants qui sont ultra bienveillants, qui prennent soin, en fait, d'elle parce qu'elle veut plus se lever. Elle veut plus manger, donc on respecte, en fait, ses doléances, hein. Mais dans les faits, comment est-ce que quand on a de moins en moins de personnel et de temps, on peut accompagner quelqu'un qui est dans ses derniers instants? Parce que, comme je le dis, tu vois, ces derniers instants-là, ils sont précieux, même si quelqu'un, il va choisir sa mort, hein. Il va choisir de fermer les yeux quand on aura le dos tourné. Avant ça, il aura peut-être besoin de quelqu'un pour s'asseoir à côté de lui. Peut-être qu'il aura des mots, s'il arrive encore à parler, à formuler pour laisser un message à sa fille, son fils, qui est à Perpète-les-Oies, qui n'aura pas le temps de venir le voir. Mais c'est tout un accompagnement aujourd'hui que je trouve, vraiment important, pas qu'en EHPAD, pour chacun d'entre nous, en fait, quoi. Pour toi, pour Mmh. moi, pour tout le monde. Ouais, bien sûr et puis avec la question de est-ce qu'il y a une famille ou pas? Est-ce qu'il y a une famille qui est présente et qui peut venir ou pas? Et c'est vrai que ça change plein de choses et puis je crois que tu l'évoques aussi à certains moments, mais après c'est aussi le sujet des relations, familiales où, qu'est-ce qu'on fait? Comme tu dis, si la personne s'ils ont été en froid pendant des dizaines d'années, si la personne elle a un, je veux dire une vision un peu traumatique de la fin de vie, de la mort de la personne âgée, de la perte de son proche et tout, en fait, c'est des situations, très, très compliquées, quoi. C'est un de mes champs d'action ici, c'est la médiation familiale. Donc, lorsqu'il y a une personne qui est en train de mourir, ce que je fais, c'est que j'accompagne les familles déjà à vulgariser tout ce qu'il peut y avoir, tu vois, d'incompréhension autour des mots médicaux. Exemple, quelqu'un à qui on va dire: «On arrête l'alimentation et on arrête l'hydratation».
les familles, elles entendent ça comme quelque chose de violent parce qu'on est des êtres humains, tu vois, qui viennent notre premier plaisir, c'est manger, c'est boire, quoi. Donc on voit à l'EHPAD, hein, quand on dit à une famille, par exemple: «Monsieur ou madame untel risque de faire des fausses routes si on lui donne pas une consistance gélifiée ou lisse», les familles, elles arrivent avec leurs gâteaux, avec leurs trucs et elles veulent nourrir leurs résidents. Ouais. Voilà. Et du coup, ben, expliquer, bah, par des mots, tu vois, qui sont peut-être un petit peu plus doux, en disant aux familles: «Bah, vous voyez, là, si on lui donne, ben, de l'eau, ça va plus, être délétère pour son corps à synthétiser que le laisser mourir tranquillement», en fait, voilà. Donc il y a juste, une manière, tu vois, de je ne dis pas que les soignants ne le font pas, c'est pas du tout ça mon propos, hein. C'est juste, quelque chose qui est dit. Parfois, quand on ne veut pas entendre, hein, il faut revenir et redire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Vous, les soignants n'auront pas forcément le temps de le dire. Un médecin qui va arriver, il va dire la situation telle qu'elle est. La famille, elle va pas l'entendre. Si elle est proche de son papa qui est en train de mourir d'un cancer généralisé alors qu'il a 40 ans, ça peut pas s'entendre, quoi. C'est et même quand on a 80 ans, c'est pas entendable non plus. Et du coup, bah, mon travail, la médiation familiale, c'est d'essayer de déverrouiller, tu vois, les petits trucs, hein, heu, qui, qui enlèvent en fait, le côté, serein de la fin de vie. Vous vous battrez après pour l'héritage, pour ce que vous voulez, quoi. Mmh. Après, vous direz que peut-être que là, papa il t'aimait plus que moi, ces petites guerres intestines, tu vois, c'est vous verrez ça plus tard. Mais là, dans les faits, vous êtes en train d'accompagner votre papa, votre maman, vous avez un frère qui est au Canada. Comment on fait pour l'inclure dans l'accompagnement? Est-ce que c'est possible, bah, que vous fassiez un Zoom, qu'il appelle? Quand est-ce qu'il peut venir? C'est tout ça, en fait. Ouais, ça paraît complètement logique parce que, tu vois, on est dans une ère de un peu du coaching où, bah, je vais avoir un coach de sport, un coach, bien-être, un coach tout ce qu'on veut et c'est vrai que là, c'est quand même des phases qui sont extrêmement compliquées et c'est vrai qu'il y a un manque, il manque quelque chose à un moment de dire: «Bah, comment on fait pour s'en sortir? Vers qui on se tourne?» Le médecin, hormis la partie médicale, il a pas le temps, mais je veux dire, il va être sur quelque chose de, tu vois, beaucoup moins psychologique, en fait et puis encore moins pratique, c'est pas son job. Enfin, tu vois, je dis pas qu'il va pas faire preuve de psychologie, mais sur l'aspect hors médical et le champ, bah, notamment de la famille, comme tu le dis, des relations, des interactions, de tous les tenants et les aboutissants, c'est pas son job, en fait et du coup, ça donne le sentiment qu'il y a un peu personne et il y a pas non plus une logique ou en tout cas, j'ai jamais vu le principe de se dire: «Bah, tiens, on arrive dans une phase de fin de vie, je vais aller solliciter un psychologue». Oui, absolument. Bah, non, Ça bah, parce n'existe que pas encore quoi, c'est pour moi. non, ça existe pas. Mais ça existe même pas après, en fait. Parce que les personnes qui vivent le deuil, c'est elles, après, quand elles vont casquer et qu'elles ne vont plus pouvoir se lever, manger, dormir, aller au travail, hein, qui vont essayer de trouver une solution. C'est ce que je veux Ouais. dire, c'est que de manière personnelle, quelqu'un qui est en train de perdre un proche, quand il est dans le bouillon, comme je dis, il va pas penser à ce qui se passe, hein, dans sa tête, dans son corps. Il fait, il fait, il fait. C'est Oui. après, c'est ce que je dis souvent, voilà. Quand, j'accompagne des familles justement qui ont un proche en fin de vie, c'est quand elles sont dans le faire, elles n'ont pas le temps en fait de se connecter à ce qu'elles ressentent. Arnaud, une fois que la porte est fermée, que le corps est parti, qu'on revient dans la maison et qu'il y a plus papa, il y a plus maman, il y a plus son fils qu'on a perdu, il y a plus son animal, auquel on était attaché depuis 15, 20, 30 ans. Là, ça laisse vraiment un gros vide et va te débrouiller avec ça, quoi. Mmh. Mais on est des êtres humains, on arrive à se débrouiller avec ce que depuis la nuit des temps, on vient d'une lignée de gens morts. Nos parents, nos grands-parents avant nous ont vécu des décès, ont vécu des deuils. Dans la majorité des cas, ces deuils-là, on les traverse, hein, parce que dans la logique, les enfants devront perdre leurs parents avant eux et les voilà, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais, bien sûr. Le voilà, le truc pas logique serait de perdre ton enfant avant que toi tu ne partes, quoi, voilà. Mais dans la logique, si on vit un «deuil», je mets ça entre guillemets, heu, qui va avec le cycle de la vie, c'est-à-dire que ton parent, il part avant toi, tu es adulte, tu es capable d'assumer ta vie, heu, quelle que soit la situation, en général, le deuil, il se traverse et on va réussir à continuer son existence en intégrant l'absence. C'est ce que je veux dire, en fait. Ouais, bien sûr et puis surtout quand on est en tu vois, si on revient sur l'EHPAD,
en général, il y a quand même des personnes qui sont du coup très âgées, qui ont aussi les pathologies, tout ça. Donc il y a un côté, quand on rentre en EHPAD, voilà, on s'y prépare un peu. En général, moi, les personnes âgées que j'ai rencontrées, la 80, plus de 10 des cas, sont très à l'aise aussi avec la fin de vie, avec la mort ou tu vois? C'est un truc que je dis tout le temps, mais moi, c'est un truc qui m'a marqué avec les centenaires, c'est qu'à chaque fois, ils disent: «Bon, j'en ai marre, le bon Dieu, il m'a oublié». Tu vois? Oui, Et eux, c'est beau ça. très, très à l'aise en disant: «Moi, bon, quand est-ce qu'il me rappelle? Parce que c'est bon, j'ai» en gros, j'ai fait mon temps, voilà. Ça traîne. Et pour je pense aussi une majorité de familles, il y a ce côté de dire: «Bon, ben, c'est un peu l'ordre des choses» et du coup, ça se passe quand même, tu vois? Et c'est sûr que c'est, je pense, complètement différent d'une situation d'une mort un peu plus brutale d'une personne jeune et encore encore pire d'un enfant, quoi, pour lequel il y a pas de comparaison à avoir là-dessus. Hem, je reviens du coup sur l'EHPAD. Qu'est-ce que toi tu penses, parce que tu as aussi un parcours et un vécu en établissement, qu'est-ce que tu penses de la gestion de alors c'est plus de la fin de vie, parce que tu vois la fin de vie, ça a ce côté un peu médical, mais la gestion du deuil, c'est vraiment le côté très, relationnel, psychologique. Qu'est-ce que tu penses de la gestion du deuil, en EHPAD, au sens large? Si, moi, je pense qu'il y a de plus en plus de choses, hein, qui sont faites aujourd'hui, qui cocoonent, en fait. J'ai ça comme mot, tu vois? Qui sont enveloppants pour les familles, enfin, surtout pour les personnes en fin de vie, pas forcément pour les familles. Hem, on se concentre, en fait, sur la personne qui est en train de mourir. Tu vois? Quand je parle de l'exemple du livre La Divette, les soignants, franchement, ils font leur travail avec, l'empathie, avec tout ce qui vient de leur dévotion, en fait, tu vois? Ils vont, faire les soins de confort, ben, au à l'habitant qui est en train de partir. Hem, Ce que je pense, c'est qu'on a beaucoup à faire, hein, pour essayer de mettre, encore plus de, j'allais dire bienveillance, mais c'est pas le mot, tu vois? Plus de rondeur autour. Parce que quand on accompagne une personne en fin de vie, c'est toute une équipe en fait, hein, qui accompagne. C'est tous les PAD en entier qui accompagnent une personne en fin de vie, mais c'est aussi les amis de cette personne, tous les autres résidents qui souvent ne savent pas qu'il est en train de mourir si la porte elle est fermée, qui souvent ne savent pas qu'il est décédé si le corps a été embarqué, tu vois, en catimini. Heu, Mmh. les familles, souvent, alors moi je le vois de mon expérience, une fois que le résident est décédé et que c'est un peu brut ce que je vais dire, hein, mais c'est un peu ça en fait, que la facture elle est scellée, tu vois, que le montant il a été, et qu'il a été payé. Moi, j'ai vu un truc que je trouve choquant, c'est qu'on vide la chambre en 2 temps 3 mouvements. Parfois, bah, il y a des familles qui se retrouvent avec des habits qui sont dans des poches poubelles, tu vois? Qui sont pas mis dans des cartons rangés. On met tout ça, tu vois, pour que les familles viennent chercher, ben, le ce qui reste, de la personne et on ne les accompagne pas alors que c'est le la continuité, en fait. Ces familles-là, elles sont, bah, la continuité de la «trace», je mets ça entre guillemets, du résident qui a vécu un pan de vie dans cet EHPAD avec les équipes, avec les résidents qui sont là et qu'il faut accompagner un peu, je enfin, sur une certaine durée, quoi. Ouais, non, c'est clair. Moi, je vois ce côté très difficile, hein, de qu'est-ce qu'on fait même, et c'est un questionnement, hein, à chaque fois de, bah, comment on annonce, comment on en parle, comment on gère, et c'est vrai que ce après, il est très compliqué, hein. On va vite tu vois, on va très vite parce qu'à un moment, il faut libérer parce qu'il y a quelqu'un derrière qui a besoin de la chambre ou qui voilà, et c'est vrai que ce côté-là, il est pas évident. Parce qu'après, tu vois, est-ce qu'il y a un temps, suffisant, nécessaire, indispensable? Tu vois, c'est aussi très, très relatif, et que ce soit aussi pour les Ouais, la problématique en fait des EHPAD, c'est qu'on se leurre pas, hein, il y a un taux d'occupation à gérer et ce taux d'occupation, il est relatif à quoi? Bah, aux chambres Ouais. qu'ils ont pleines ou pas. Donc du coup, quand tu as un résident qui meurt, l'objectif, c'est qu'il y en ait un autre qui vienne remplir la chambre. Mais c'est vrai que quand on voit, tu vois, un résident dont on sait que le pronostic vital est engagé,
qu'on a déjà prévu, tu vois, de nettoyer la chambre, hein, de la mettre à blanc comme on dit et de Mmh. remettre un nouveau nom dessus parce qu'il y a monsieur ou madame untel qui va arriver, on se dit: «Mais là, il manque quelque chose», tu vois? Entre ça et l'accompagnement des personnes, des équipes, des familles, et ce taux de remplissage, il manque un point quand même. Ça, c'est un sujet qui va plus concerner les équipes, hein. Elles le disent parfois, ce côté un peu rude de: «OK, bah, il est parti, il y a déjà quelqu'un de nouveau qui arrive» et puis pour eux, c'est le sentiment, bah, voilà, je rentre dans la pièce et puis en fait, c'est quelqu'un d'autre avec une nouvelle histoire à reconstruire et c'est vrai que ça va vite. Après ouais, on peut voir il y a ce côté, hein, toujours un peu qu'on peut voir comme, commercial et comme lié à l'activité. On peut le voir aussi d'une manière où, il y a des gens qui ont besoin derrière, tu sais, besoin d'une place, besoin d'un accompagnement et qu'ils attendent. Mais du coup, ouais, est-ce que toi tu as une idée sur comment on peut mieux gérer du coup l'accompagnement de l'équipe ou tu vois le côté où comment on facilite le fait de c'est ce deuil un peu dans le sens de passer à autre chose? Tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire là. Oui, en général, tu vois, les familles qui vont être sur liste d'attente, hein, quand elles veulent une place en EHPAD, qu'est-ce qu'elles disent? Elles attendent qu'il y ait quelqu'un qui meurt, en fait, quoi. Parce qu'elles savent pertinemment que c'est quelqu'un qui leur résident, leurs parents, leur habitant va remplacer quelqu'un de mort. Donc effectivement, on attend qu'il y ait quelqu'un qui meurt pour pouvoir, prendre la place. Pas voilà, c'est un peu violent comme truc, mais c'est comme ça. C'est Ouais, non, mais c'est vrai. Alors moi, mon astuce, c'était de parfois, pas toujours, parce qu'après c'est pas crédible, mais de jouer la carte de dire, c'était un séjour temporaire, la personne elle est repartie. c'est ça, ouais. Et tu peux mais ça marche pas à tous les coups et c'est vrai que souvent, tu vois, enfin voilà, souvent ça peut marcher, mais c'est vrai que c'est dur, hein, à expliquer à la personne. Bon, ben, c'est parce que c'est vrai que ça sous-entend: «Tenez, on a une chambre qui est dispo» et moi je me dis même, tu vois, vis-à-vis de moi, je me dis: «Merde, on me propose un logement et on se dit: "OK, là, il y a quelqu'un qui vient juste de mourir"». À la fois, c'est rude quand même, hein. Et tu vois, c'est pour ça que quand on parle de comment accompagner, tu as parlé tout à l'heure de l'histoire, en parlant des soignants qui ont accompagné un habitant avec son histoire et derrière, il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Tu vois, il y a on peut faire de la sensibilisation à se dire que, ben, comment on fait perdurer un petit peu plus cette histoire de ce résident-là? Pour, tu sais, donner plus de légèreté aux soignants et que ce soit pas brut. Voilà, monsieur ou madame untel, on a vécu bon et en général, c'est 3 ans, même si, voilà, avant c'était plus, mais ça commence à bien se raccourcir dans le temps, le nombre de temps où les résidents restent dans les EHPAD. C'est affolant, je trouve. Et bah, toi, en tant que directeur, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je te pose la question. Bah, c'est clairement un constat, fou, hein. Moi, j'ai même vu ça, même un peu avant le covid, hein, où, peut-être c'était 2018-2019, où on voyait les gens décédés, en fait, c'était les gens un peu les derniers rentrés et il y a eu une phase un peu comme ça où c'était des gens qui rentraient, mais plus âgés que les gens qui étaient présents. Tu vois, des 90-95 ans avec polypathologie et en fait, au bout de, bah, 6-8-9 mois, ils décédaient et du coup, c'est vrai que au niveau de l'accompagnement et tout ça, c'est très compliqué parce que du coup, ça veut dire, tu vois, ça veut dire une charge de travail beaucoup plus compliquée. Alors, tu vois, pas dans le sens qu'on se plaint d'avoir une charge de travail, mais dans le sens où recommencer tout le temps, ça c'est difficile de faire bien et de bien connaître la personne, tu vois? Si en fait ça change tous les 6 mois parce qu'il y a des services qui sont habitués à faire ça, qui sont faits pour ça, mais l'EHPAD, c'est pas ça. L'EHPAD, c'est du long cours, c'est du tu vois? Voilà, c'est tu viens oui, alors qu'on passe de 5 à 3 ans, 3 ans, bon, ça réduit beaucoup, mais ça reste quand même du temps long. C'est vrai que des séjours de moins d'un an, c'est compliqué parce que tu connais pas bien la personne et puis elle arrive dans des situations aussi où, bah, en fait, la fin de vie, elle est déjà un peu, engagée. Où du coup, il y a pas ce côté, voilà, de gens qui viennent et avec qui on va vivre, on va faire des choses et qui vont pouvoir s'impliquer et s'investir dans des choses. Donc ça, ouais, c'est compliqué. Après, je pense que c'est lié à la fois, ça a un côté positif, tu vois? Parce que ça veut dire aussi que le maintien à domicile fonctionne mieux, qu'on arrive à rester plus longtemps à domicile, ce qui est quand même un objectif et que du coup, l'EHPAD, ça devient vraiment le quand c'est plus possible. Alors c'est pas le modèle initial sur le voulait. Ouais, moi j'ai une autre observation, c'est que
on reste plus souvent à domicile parce qu'il y a aussi pas suffisamment de place en EHPAD. Parce que mine de rien, il y a plein de gens qui sont à domicile, hein, qui dont les familles, tu vois, n'ont plus la possibilité de les prendre en soin parce qu'il y a beaucoup de médicalisation autour. Donc on amène les infirmiers et cetera au domicile, mais il arrive un moment où, bah, c'est plus possible. C'est enfin, faut trouver une place en EHPAD et parfois, bah, on manque de place, hein. Ouais, c'est vrai, hein, ça existe, mais tu vois, je trouve que ça, c'est moins d'actualité que moi quand je suis arrivé tu vois, il y a plus de j'ai dit 10 ans depuis longtemps, donc ça fait plus, tu vois, ça fait plus 2010. Là, on était encore dans la phase alors c'était un peu légende urbaine, mais c'était le truc: «Je veux une place en EHPAD, faut que je m'inscrive vite parce qu'il y a 2 ans d'attente». Oui. Tu vois, un peu comme avec Ouais. les crèches. Mmh. Ça n'existe plus et moi, je l'ai jamais vraiment connu. Mais c'est vrai qu'au début, un établissement public, il avait, heu, il avait facilement il y avait aucun sujet de taux d'occupation parce que il avait sa liste d'attente. Tu vois? Parce que public, ben, un peu moins cher, aide sociale, machin et tout, donc pas de problème, d'argent. Après voilà, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui évitent, parce que alors c'est beaucoup d'argent. Ça coûte des sous, mais clairement, hein, c'est le nerf de la guerre, clairement. Mmh. De là à dire: «Est-ce que c'est cher?» Moi, je relativiserais un peu, mais c'est sûr que c'est des gros budgets et on a Je moins dis: «C'est beaucoup d'argent». ouais, mais le domicile, ça coûte cher aussi, c'est juste qu'on le voit moins C'est passer. sûr. Ouais. Mais voilà, donc mais c'est sûr que c'est un sujet intéressant et compliqué. C'est après Heu, quand on parlait du deuil et de l'accompagnement des équipes, hein. Donc je disais, tu vois, il y a, les équipes, quand on parle de l'histoire du résident avec qui, bah, elles ont parcouru un petit bout de vie en fait, quoi, que ce soit 2, 3, 5 ans, voir une personne, bah, comme ça s'effacer de l'endroit, bah, c'est quand même pas facile et moi j'ai vu dans la résidence dans laquelle je travaillais et j'en faisais partie, hein, la rupture, elle est quand même assez brutale. Du jour au lendemain, on voit un autre résident dans la chambre, tu vois, de la personne qu'on accompagnait, avec qui on allait, boire un café, avec qui on allait discuter, avec qui les familles arrivaient avec enfants, petits-enfants et cetera et c'est vrai que cette rupture-là, je trouve qu'il y a quelque chose à faire, tu vois, dans cet accompagnement-là. Bah, déjà pour les soignants, ben, essayer de faire perdurer l'histoire. Alors, c'est on il y a plein de choses à faire, en fait. Hem, on peut, tu vois, faire des temps où on se remémore, hein, on peut inviter la famille, tu vois? C'est compliqué parce que la famille, elle va pas venir parler avec les soignants de leurs résidents, mais il n'empêche que si on proposait l'invitation, peut-être qu'elles auraient le sentiment qu'on ne les oublie pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? ouais. Ensuite, proposer des moments de sensibilisation pour les soignants en disant: «Oui, avant que la personne, elle ne meure, est-ce qu'il y a le moyen de garder la mémoire en écrivant quelque chose?» tu vois? Heu, faire un écrit sur le récit de vie des derniers instants. Tu sais, quand on sait que la personne va partir. Comme ça, on garde une trace de quelque chose qui, bah, qu'on a vécu ensemble, qui reste, tu vois, dans une bibliothèque. Je sais pas comment on met ça, quoi, voilà. Ensuite, pour les familles, bah, leur dire, au bout de 4 semaines, un mois, on les rappelle pour leur demander comment elles vont et ensuite, bah, on peut faire un repas mémoire avec les résidents, et la famille qui peut revenir juste pour dire que, voilà, ce monsieur, cette dame a existé, mais on va pas l'oublier, quoi. Il existe encore, même s'il est plus là, il est encore avec nous. C'est ces petits trucs-là, je trouve que qui coûtent pas grand-chose, mais qui pourraient faire une sacrée différence. Ouais et puis pour lesquels je pense qu'on n'est pas bon. Enfin, c'est vraiment pas dans les habitudes. C'est vrai qu'on a ce côté-là de vivre, on va dire, c'est bizarre de le dire comme ça, mais de vivre très, très au présent en EHPAD. Tu vois? Parce que c'est un peu une société où on est, pas au présent, mais on vit un peu au jour le jour parce que, bah, aujourd'hui, il y a ça, ça, ça et ça et demain on recommence et tout ça et c'est vrai que la difficulté, c'est un peu plus de projection sur qu'est-ce qu'on veut faire, tu vois? À travers des projets perso, à travers tout ça et puis par contre regarder un peu en arrière, ça on a beaucoup de mal. Oui, mais parce que, comme je dis, on va à 200 à l'heure, hein et on n'aime pas, tu vois, voir, le côté la fin, on n'aime pas revoir la fin. Donc quand la fin arrive, on recommence. Ouais, bien sûr et est-ce que tu Voilà. crois pas qu'il y a aussi ce côté-là et comment on peut les accompagner au niveau des équipes?
le côté aussi de dire: «Bon, bah, OK, voilà, c'est fait, c'est bien fait et puis, on a fait tout ce qu'on pouvait. Hop, on passe à autre chose», tu vois? Si on tourne la page, un nouveau résident, puis c'est reparti. Comment amener les équipes là-dessus sans non plus les enfin, parce que j'imagine que si ça se fait pas, tu vois, s'il y a pas vraiment cette demande, c'est aussi que les gens sont pas à l'aise. Mais justement, c'est le gros enjeu, c'est que c'est ce qu'on disait au début, on a tellement mis de tabous sur le fait de parler de la mort, hein, et le deuil, il est connecté à la mort, c'est tout ce qu'on perd en fait, qui laisse un vide dans l'espace de notre cœur, quoi. On a tellement mis de tabous là-dessus que, bah, lorsqu'il y a quelque chose lorsqu'on parle d'un décès, une fois que le décès en est pas arrivé, bah, on tourne la page. On tourne la page parce qu'il faut passer à autre chose. Parce qu'on peut pas rester avec, on a du travail à faire quoi, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. On a un taf à continuer. Donc on peut pas aller dans la mémoire de qui? Monsieur, madame untel est plus là, donc il y a une chambre à nettoyer, il y a un nouvel arrivant, à accueillir, il y a un livre, tu sais, de recueil à faire et cetera. On est dans le faire, comme tu dis, maintenant, mais le faire maintenant parfois, ben, on le fait, je vais dire ça comme ça, pas forcément bien parce qu'il y a une continuité. Avant, pendant, après, c'est un continuum en fait et on peut pas arrêter le pendant en oubliant le avant parce que, bah, sinon on va pas vers l'après, même si le maintenant il est important. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Oui et puis on peut aussi après se donner des bonnes, ou des mauvaises raisons en disant: «Oui, mais on a tant de personnes encore à s'occuper» et du coup, Et tu vois, ça, pour moi, c'est le discours qu'on a aujourd'hui en disant: «On n'a pas le temps». C'est le même discours, on n'a pas le temps. On ne peut pas s'asseoir avec monsieur et madame untel 2 minutes, et le regarder et l'écouter parce que là, on lui a donné, ça moi j'aime bien ça. Oui, on a beaucoup je rencontre pas mal de personnes âgées et du coup, comme elles sont de plus en plus seules, si tu leur donnes une écoute et que tu commences à leur dire: «Comment vous sentez aujourd'hui?» Je peux te dire que tu en as pour la journée, elles te lâchent pas. Donc du coup, il faut trouver le moyen de manière fine de leur dire: «Bon, bah, écoutez, là, il faut que j'y aille». Sauf que pour les soignants en général, ça dure pas 2 minutes, quoi, parce qu'une toilette, bah, elles ont je ne sais combien de toilettes à faire. Si un résident ou une résidente, un habitant ou une habitante a quelque chose à leur raconter et qu'ils donnent l'espace, hein, ils sont pas sortis de l'auberge, hein. ah ouais, ils sont cuits pour leur planning et puis ils vont se faire engueuler par leurs collègues en disant: «Tu es en retard» Et on est d'accord que c'est ça qui est dommage et dommageable, parce que la relation dans le soin, c'est quand même la chose la plus importante, hein. Le soin qu'on donne à quelqu'un, bah, je sais pas enfin, pour le coup, je vais parler de moi. J'ai expérimenté l'hôpital, hein. La chose qui a été le plus nourricier pour moi, c'était que, bah, le soignant, il vient me demander qu'est-ce que je voulais comme compote, quoi. Tu vois, la petite attention que le soignant, il vienne s'asseoir à côté de moi et qui me propose à un moment donné, tu vois, de me masser le pied parce que c'était un peu gonflé. Enfin, ce genre de petit truc qui coûte absolument rien, mais qui fait tellement, quoi, mais tellement. Et les habitants, bah, c'est ça, en fait, dont elles ont besoin. C'est pas qu'on leur donne un médicament en plus, hein, même si les médicaments, c'est important pour les j'ai écouté ton émission sur la iatrogénie que j'ai trouvée géniale, hein, D'accord, cool. et je disais: «Mais Oui, on dit pas qu'il faut retirer les médicaments, mais il y a un petit problème où il y en a un peu trop. c'est exactement ça, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que parfois, tu vois, dans le temps qu'on va donner à un habitant, on peut observer que si on lui a fait, par exemple, bouger son corps ou on lui a donné la possibilité de sortir, aller au restaurant et cetera, le médicament de l'après-midi, qu'il aura vou il aurait voulu le demander s'il était à la résidence à 4 heures pile pour son goûter. Si ça a pas été amené, je vais dire une bêtise, hein, il va l'oublier, en fait. Il va pas y penser ou il va même pas le demander. Oui et alors ce qui peut être, gênant pour beaucoup de médicaments, mais si c'est par exemple, le Doliprane parce qu'il a mal et qu'en fait il se rend pas compte qu'il a mal et tout, C'était gagné quoi. celui-là dont on parlait, Arnaud. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est sûr, hein, c'est important. Alors tu vois, c'est un truc que je raconte un peu tout le temps, mais, moi un truc qui m'a vraiment marqué un jour, on travaillait sur le projet d'établissement et puis je sens l'équipe qui est fatiguée, qui s'en fout un peu et ma question c'était: «Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important pour les résidents sur lequel on doit travailler?» Et là, il y a une étudiante, elle venait d'être diplômée, je sais plus, mais très jeune, qui venait de commencer tout ça, investie. Elle dit: «Bah, c'est simple, les résidents, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit assis avec eux sur leur lit,
même si on parle pas, c'est pas grave, ils veulent quelqu'un avec eux. Et j'ai trouvé que c'était génial parce qu'en fait, c'est vrai qu'à partir de là, tout est dit. En fait, tu vois, cette question de présent, de relationnel, Oui. de pas être seul et isolé. Oui, absolument. Mais tu sais, je pense qu'on peut être dans les pubs le plus haut de gamme, hein, du monde. Si tu personne pour s'asseoir à côté de toi et qu'on t'amène juste ton plateau repas et qu'on te fait juste la douche le matin, tu as envie de mourir très vite, quoi. Oui, c'est pas drôle. C'est pas et c'est vrai que tout est question de relationnel et de ouais et de présence et de lien qu'il y a entre les gens. Oui, et ce qu'on met dans ce relationnel, voilà, c'est le regard, c'est le toucher, c'est le contact, c'est l'écoute, hein, c'est comment tu m'écoutes, hein, c'est pareil, si on pose une question à quelqu'un et que derrière, bah, on parle de nous, l'autre, elle va pas se sentir, c'est non. Mmh. Alors est-ce que toute la clé du deuil, hein, parce que c'est ça notre sujet, c'est pas exclusivement, en tout cas très, très, très lié à cette question de relationnel, d'écoute, d'empathie, de présence? Et qu'à partir de là, on a fait peut-être, 80 du chemin. Qu'est-ce Ah que bah, tu en oui, penses? c'est ça, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, moi, je l'expérimente au quotidien. C'est les personnes qui sont en souffrance, qui viennent de vivre un deuil et enfin, je vais parler de celles d'après, parce que celles qui viennent de vivre un deuil, en général, elles expriment pas grand-chose. Quand on est dans le bouillon de notre deuil, on est dans notre souffrance et voilà, on est dans notre bulle. Moi, je parle des personnes qui vivent un deuil et qui commencent à vouloir chercher du soutien. Il faut savoir qu'en général, elles ne se manifestent pas avant 3 à 4 ans de deuil. C'est énorme, hein? Oh, ouais, impressionnant, ouais. Bah, il faut tout ce temps-là avant qu'elles sortent, de la situation pour aller chercher, à discuter avec les autres de ce qu'elles ont perdu. L'exemple d'un, je sais pas, d'un papa qui a vécu un cancer ou une maman qui a eu un accident et cetera. Parler en fait de la situation avec d'autres gens qui ont vécu la même situation, bah, quand elles retrouvent de l'écoute, quand elles retrouvent du soutien, des moments de partage, bah, ça guérit en fait, ça soulage. C'est Ouais, bien sûr. Est-ce que moi, je vois là un parallèle avec avec les aidants, où tu vois, il peut y avoir la question deuil blanc, tout ça, mais est-ce que c'est pas aussi la même logique qu'à un moment, il faut, quand on est dans le dur ou quand c'est difficile, il faut, ouais, un certain temps pour s'en rendre compte, pour être capable, du coup, d'aller chercher un peu d'aide et quand on est dedans, on n'est pas capable d'aller chercher de l'aide? Oui, mais c'est pour ça que quand on parle de relationnel, Arnaud, les autres autour de nous, s'ils nous connaissent et qu'ils reconnaissent, hein, ben, notre souffrance, on peut, nous, aller leur proposer de l'aide ou leur apporter cette présence dont on parlait là, tu vois? Cette présence pleine et entière qui permet à la personne qui n'arrive pas à s'exprimer de pouvoir justement exprimer un petit peu, quoi. Mmh. Ouais, bien sûr. Hem Par rapport à, à cette question de relation, d'aide, de présence et tout ça, en quoi le Tanadoula, il est formé comment? Tu vois, en fait, c'est quoi les grandes lignes, on va dire, les points clés de ses compétences, de sa formation et pour après son travail? Alors, c'est un rôle holistique, donc on prend la personne, tu vois, dans le côté global. On n'est pas dans un champ médical. Bah, global, c'est mental, physique, enfin tout ce que tu veux mettre dans le global. Bah, c'est beaucoup d'écoute active, hein. Bah, c'est beaucoup de connexion relationnelle dans tous les sens, hein. Ça peut être, tu vois, la manière de mettre en place une action qui permette à la personne de l'art, par exemple, j'ai dit une bêtise, hein, tu vois? On en EHPAD, on parle beaucoup d'art-thérapie. Donc ça peut être, un carnet du deuil. Là, je vais le transposer, tu vois? C'est beaucoup d'outils, qu'on propose pour que les personnes puissent libérer leurs émotions. Donc libération émotionnelle, c'est, ben, du lien, comme on disait tout à l'heure. C'est la sensibilisation, beaucoup d'informations, comment tu donnes des ressources à quelqu'un pour qu'il puisse à un moment donné, comprendre les enjeux du deuil, comprendre que le deuil c'est pas une maladie, que, ben, quand il vient de vivre un deuil, que c'est normal, bah, qu'il ait envie de pleurer et qu'il n'ait pas envie de manger, que si quelqu'un lui dit: «Ben, viens au restaurant ce soir», hein, s'il dit non, c'est normal, hein, et que l'autre il va pas comprendre mais que c'est pas grave. C'est,
On a des outils en fait, à la fois pour, alléger le mental, pour essayer de mettre en mouvement le corps, pour écouter, pour exprimer, bah, tout ça en fait. Ouais, je comprends. Non, c'est clair. Je me pose une question, alors, tu vois, question con, est-ce qu'il faudrait pas que chaque personne qui travaille en EHPAD soit formée? Parce que c'est un peu le quotidien, d'accompagner la Absolument. personne, un peu en souffrance, en difficulté, en deuil, tu vois? J'étais tombé sur un truc, alors je sais plus quoi, hein, mais qui disait qu'en fait le secret pour bien vieillir, en fait, c'est de savoir, accepter et surmonter les deuils. En gros, faire preuve de comment on dit? C'est plus que l'acceptation, tu vois? C'est la résilience. Oui, Et se dire: «OK, j'accepte, c'est comme ça, on continue, j'ai perdu ma jambe, j'ai perdu la vue, OK, c'est pas grave, on continue». Et tu vois, c'est un peu ce côté-là. Sauf que c'est facile à dire, mais à faire, c'est une autre histoire. Et du coup, est-ce que tu vois, est-ce que dans la formation aide-soignante, il y a ce sujet-là? Je suis pas sûr. absolument. Tu vois, Thich Nhat Hanh qui était un maître qui était, au jardin des pruniers, je sais plus où en France, ça disait que la vie, c'est un chemin de souffrance. Alors il disait pas qu'on va souffrir, hein, mais que sur ce Mmh. chemin de souffrance, on va tous perdre des choses, à un endroit ou à un autre, et que de notre naissance à notre mort, on va perdre. Vieillir, c'est perdre, hein. Ouais. Plus on vieillit, plus on perd des choses. Mais c'est aussi gagner. Il y a l'autre versant. On ne fait pas que perdre. Lorsqu'on vit un deuil et qu'on apprend à perdre, ben, on apprend aussi à devenir plus, plus, à perdre mieux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que plus on va perdre les choses et plus on va travailler sur la manière de voir les choses autrement, parce que de toute façon, ce qu'on a perdu, on l'a perdu, il ne reviendra pas. Donc, apprendre, comme tu le dis si bien, on a perdu un bras, on a perdu, on avance, on a fait OK, c'est pas aussi facile que ça. On a perdu un bras, qu'est-ce qu'on fait pour mettre autre chose dans notre vie, pour continuer sans ce bras? Mmh. C'est ça l'enjeu, en fait. Du coup, pour les soignants, il y a le versant de la sensibilisation, leur redonner en fait, tout ce qui concerne la mort et le deuil qui fait partie de la vie, les former, les informer, les sensibiliser. Voilà, ce qu'on ressent, c'est normal. Le fait de se dire que parfois, on voudrait peut-être qu'il y ait une continuité dans l'histoire, de l'accompagnement de monsieur, madame untel. Oui, c'est normal aussi parce qu'on ne veut pas en fait que la vie, elle s'arrête. Personne en tant qu'être humain n'aimerait que la vie s'arrête parce que si ça s'arrête d'un coup d'un seul et qu'on ne pense plus à la personne qu'on a perdue, ça veut dire qu'elle n'a pas existé. Si on n'a plus son souvenir dans sa mémoire, ça veut dire qu'elle n'a pas existé. Donc on a besoin en fait, quand on je mets ça entre guillemets, on a aimé, quelqu'un, mais dans le soin, c'est une relation d'amour, hein, la faire perdurer dans notre mémoire, hein, c'est garder sa mémoire vivante en nous, en fait, quoi. Donc informer, former, sensibiliser et ensuite, leur donner, des c'est pareil, mettre des ateliers en place pour les habitants. Quand j'étais en EHPAD, j'avais mis en place des ateliers pour les habitants autour de la mort et du deuil. Arnaud, c'était les ateliers les plus fun que j'ai vécus. Mais vraiment, Ouais, ça m'étonne pas. parce que eux, comme tu dis si bien, ils savent à quoi s'en tenir. Ils savent qu'ils sont plus près de la mort que de leur, Non, mais c'est ça, ils sont à l'aise et du coup, c'est un sujet qui les intéresse. oui, absolument, mais c'est un sujet qui les intéresse à 100. Ouais. Parce que c'est le sujet dans lequel ils peuvent dire ce qu'ils n'ont pas fait et ce qu'ils regrettent, mais ce qu'ils voudraient faire aussi et ce qu'ils veulent faire ici et maintenant, là, tout de suite, hein. Et du coup, Mmh. l'enjeu après pour nous, c'est de se dire: «OK, on a du taf, quoi». Ouais. Non, carrément, carrément. Et ensuite, Hem, pour les familles, pour la continuité, donc soignants d'un côté, habitants de l'autre et les familles, les garder un peu en lien lorsque, un habitant est décédé et même pendant, tu vois, qu'on met en place ces ateliers autour, de la mort, du deuil. Moi, lorsque j'étais en EHPAD, les familles, j'avais quasiment autant de familles que de résidents, en fait. ouais, alors autant les familles, je dirais qu'eux, ils sont pas à l'aise et que c'est là, du coup, ça devient compliqué. Ça dépend comment on amène le sujet, Arnaud. Je te jure, Mmh. ça dépend comment on amène le sujet. Tu vois, moi, j'ai eu des résidents qui venaient, des habitants qui venaient dans des ateliers avec leurs proches, avec leur famille. Et lorsqu'ils n'étaient pas super à l'aise et qu'ils venaient pas, en fait, dans les ateliers, j'allais dans leur chambre ou dehors, ou tu vois, voilà, on avait notre Mmh. petite bulle, en fait. Heu, ils peuvent parler de tout,
si on dédramatise, en fait. Parce que c'est nous, en fait, notre manière, tu vois, de parler de la mort. Si on n'est pas à l'aise avec, on va pas être à l'aise la personne qui est face à nous. Là, tu vois, on est en train de parler de la mort et du deuil. Si toi, Arnaud, tu es pas à l'aise avec cette discussion, on ne l'entame pas, en fait. Ce sujet n'existe pas aujourd'hui. Ouais, ouais, je vois. Moi, je suis à l'aise pour en parler, mais pas pour moi. Ah, c'est autre chose. Et parler pour les autres, ça va. Mmh. Mais personne n'a envie de mourir, hein. Et tu sais, souvent, quand on est parent, bah, tu sais, quand on est jeune ado, je vois ça parce que moi, j'ai un fils qui a 24 ans. Je le vois, soit téméraire et kamikaze et je me dis: «Mais tu peux pas faire ce genre de choses». Sauter, tu vois, du haut d'un pont et cetera, je me dis: «Mais quand j'étais jeune, j'étais exactement pareil, j'avais aucune peur, en fait. Je pouvais tous essayer». Par contre, quand je suis devenue maman, j'ai eu un petit bout, tu vois, qui était là, donc sur qui je devais veiller. Donc aller faire des manèges à sensations et cetera, je réfléchissais à 2 fois avant d'y aller. Ouais, bien sûr. Non et c'est là où c'est tout un cheminement et propre à chacun et que encore une fois, l'important, c'est d'être capable d'en discuter et de pouvoir partager. C'est vrai qu'il y a peu d'espace, hein, pour parler de ça et du coup, c'est important de pouvoir le faire et puis bien le faire. Parce qu'après, s'il y a un risque aussi, tu vois, c'est si j'aborde le sujet et que ça part un peu en vrille et tout ça, enfin, il faut faire gaffe quand même, quoi, parce que c'est quand même un sujet un peu sensible pour les gens, enfin, tu vois, où tu peux traumatiser un peu plus, quoi. Alors, tu vois, pour le coup, enfin, dans mon travail, moi, je travaille avec une psychologue. Lorsque je mets en place des ateliers, comme tu dis, sensibles, bah, voilà, on met en place, bah, des choses qui permettent de réorienter les personnes si jamais on voit quelque chose de particulier. Si on observe que quelqu'un a été bousculé, on lui donne une ressource. Oui, c'est des sujets sensibles qui se prennent avec délicatesse et professionnalisme, quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est pas du tout à l'heure, tu as parlé de coaching. Non, on n'est pas dans du coaching à 2 € où on arrive, on amène une nouveauté sur la table. Non, non, c'est quelque chose de profondément humain, de profondément professionnel, hein, et de voilà, quoi. Non, c'est ça, c'est, on va dire, du coaching de bonne qualité où tu as le temps, où tu prends le temps et c'est ça aussi qui est important et avec quelqu'un qui maîtrise, aussi très bien le sujet et qui a une expérience pour être capable de réagir et de conduire, les échanges, le cheminement d'une manière, ben, bienveillante, efficace, utile, tout ce qu'on veut, ouais. Tu vois, quand tu Heu, parlais de Tanado, on dit qu'on est les traits d'union, en fait. Le trait d'union, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on permet à l'autre de trouver sa ressource pour que s'il n'arrive pas à exprimer quelque chose, bah, en fait, on va peut-être le formuler pour lui, pour elle, et avec ça, il va glisser sur le truc en se libérant de ce qu'il a pesé ou pas, quoi, voilà. ouais, bien sûr. Non, très bien, bah, c'est clair pour moi. Alors si on veut, je sais pas, être accompagné, si on veut sensibiliser une équipe, si on a des questions, comment on fait pour te contacter? Alors, moi, je suis sur, bah, quasiment tous les réseaux maintenant, quelle horreur. Je suis sur le réseau professionnel LinkedIn, c'est là qu'on s'est contacté. Je suis sur Facebook, je pense que tous mes réseaux sont au nom de Nathalie Firmini. Je suis même sur Instagram et je viens de m'ouvrir TikTok, tu imagines? Ah et bah, ah, est-ce que ça marche? Moi TikTok, j'en suis encore loin, mais, est-ce que tu J'en sens sais quelque rien. part Non, je l'ai ouvert hier et je pense que je vais vite le refermer. ah, C'est pour tester parce que tu vois, j'ai pas mal de gens qui me disent, pour faire connaître une activité, c'est incontournable. J'y vais, hein, je teste, hein, mais en fait, je me rends compte que tous les incontournables, c'est aussi énergivore. Et quand je parle de temps et d'instants précieux, tu vois, et de connexion, pour moi, tous ces outils-là, même s'ils sont importants, mais j'observe le temps qu'on peut y passer quand on est sur, un réseau quel qu'il soit. Tu as commencé à vouloir faire un truc et puis tu regardes et tu regardes et tu regardes le temps, tu as passé déjà 40 minutes. Tu dis: «Mais attends, c'est quoi le truc, quoi?» alors TikTok, il faut pas se faire absorber, c'est certainement le plus difficile. Après le format vidéo comme ça, il est très puissant donc, et puis surtout tu vas pouvoir aller toucher alors je sais pas si la cible, si c'est un message, tu vois, qui est, si parce que ça tu vas toucher plutôt les jeunes, tu vois? Les 20 ans, un peu moins, un peu plus, voilà. Est-ce qu'ils sont réceptifs?
Tu vois, c'est ça la question à se poser, que Instagram, tu vas pouvoir toucher des gens un peu plus âgés qui sont peut-être un peu plus concernés. C'est là où après J'ai c'est très voilà. intéressant. Quand tu parles des jeunes, bah, je vais rebondir là-dessus juste 2 petites minutes, hein. Les jeunes, ils parlent de la mort facilement, mais le problème, c'est que dans notre société, tu vois, qui banalise la violence, ils ne sont connectés qu'à des morts violentes. Tu vois, Mmh. c'est ils voient les tu sais, Comme comme dans des les films. films, quoi. Exactement, et tu sais, on vient de voir un fait divers là qui est sorti, il y a 2 jours, mais c'est horrible. Quelqu'un qui s'est donné la mort, en direct, hein. Oui, j'ai J'ai vu, j'ai vu. voilà. J'ai vu ça qui est arrivé hier sur mon fil, j'ai refermé aussi sec, en me disant: «On fait la promo de ça pour parler de la mort». Ça, on le projette, hein, parce que ça fait de l'audience, ça fait du buzz. On va mettre en titre, «Qui s'est fait maltraiter en direct, patati patata». Donc les jeunes, tu vois, j'ai un petit jeune la dernière fois qui m'a dit: «On peut faire des millions de vues rien qu'avec ça». Et là, je me dis: «Mais avec ça, on parle d'un être vivant qui vient de mourir dans des circonstances dramatiques. On a nos jeunes qui parlent, pas tous les jeunes, hein, je parle de ce petit jeune qui voilà, à qui on parlait de ce sujet, qui parle de la mort en disant: "Ah oui, on peut faire des millions de vues avec ça"». Ça, c'est la nature humaine. Tu sais, c'est le côté où oui, tu avec ça, c'est sûr que tu vas faire des millions de vues et puis nous, on essaye de faire un contenu un peu plus, qualitatif dans le sens où tu vas pouvoir essayer de peut-être, tu vois, enfin, quelqu'un qui écoute, il peut avoir, bah, quelques informations, ça peut ouvrir, ça peut amener à des nouvelles recherches, ça peut donner des idées, ça peut essayer de faire progresser un peu une organisation en se disant: «OK, là, il y a des pistes et tout ça». Hem, voilà, il y a Je me 300. moi, c'est exactement les contenus que je mets depuis, bah, depuis 2-3 ans. En fait, moi, je donne de l'info, j'essaye de mettre des contenus, qui permettent de réfléchir ou de donner des ressources, hein. Ce que je voulais dire par rapport à la mort, c'est que les jeunes, ils parlent de la mort, mais ils ont une vision de la mort qui est, dans le buzz et dans le côté violent, en fait, quoi. Mais c'est Ouais, la c'est vrai. société, en fait, qui expose tout ça. Voilà. Ouais, c'est clair. OK et du coup, moi du coup, j'ai lu ton livre, là, ces dernières semaines. J'ai trouvé super sympa parce que pour moi, c'était le fait de ressentir, tu vois, ces côtés, le fait de passer du temps en EHPAD, de travailler en EHPAD, ce côté de rencontre avec les gens, de situations plus ou moins invraisemblables, plus ou moins et toujours très touchantes, tu vois? Invraisemblables dans le sens où tu te dis: «Bon, l'EHPAD, c'est triste, machin, il se passe rien», mais tu vois, voilà, quand tu racontes un personnage qui enfin, personne, hein, du coup, parce que c'est une histoire vraie, mais qui arrive, qui au départ veut pas s'impliquer, puis qui s'implique, les réactions des gens. Enfin, tu vois, c'est ce côté vraiment, du coup, ultra vivant, ultra humain, ultra lieu de vie, tout ça. Moi, je trouve ça cool. Alors, tu et c'est là aussi la question de l'audience et de qui va aller regarder ça, mais qui va le lire. Mais où du coup, ça fait du bien d'avoir quelque chose aussi de même si c'est pas toujours très positif, tu vois? Parce que c'est aussi des situations où, bah, c'est compliqué ou voilà, mais de voir qu'il se passe quand même, plein de choses. Et tu vois, limite par rapport à un bouquin de scandale d'EHPAD, tu vois, des fossoyeurs où tu diras: «Merde quand même, dans quel monde on vit?» Là, bah, il y a aussi ce côté, un peu, différent. Alors tu me diras ce que tu en penses, hein, parce que peut-être tu l'as pas écrit comme ça, mais où du coup, on voit qu'il y a des choses bien quand même, quoi. Ah non, mais c'était l'objectif. L'objectif, c'était de dire que justement parce qu'on avait fait un gros buzz sur les pâtes bashing, c'était de montrer qu'il y a que ça en fait, quoi. Il y a le côté, où c'est un lieu de vie en fait, l'EHPAD. C'est un lieu où des gens tombent amoureux. C'est un lieu où des gens ont encore des choses à dire. C'est un lieu aussi où il y a de la souffrance, où il y a de la détresse. C'est un lieu où on a des gens qui ont besoin de déposer la douleur de leur deuil parce que bah, plus on vieillit, plus on retourne dans le passé et plus on se dit que, ben, l'avenir, il se rétrécit et il faut qu'on fasse le clair dans notre vie maintenant, là, tu vois? Plus on a besoin, tu vois, de ranger, en fait, sa vie, quoi, voilà, et ranger sa vie, c'est aussi comme le monsieur dont tu parles qui est arrivé pour mourir en EHPAD, qui est devenu, bah, le pacha de la résidence, avec tout son savoir, toutes ses connaissances, toute sa prestance. Et qui a permis en fait de montrer que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais l'espoir qui le donne? C'est nous. Mmh. Quelqu'un qui arrive et qui n'a plus d'envie de vivre. Souvent, l'envie de mourir,
elle est elle est connectée au fait qu'on n'a plus de projet et quand Ouais, on bien a sûr. encore des projets, bah, on continue à vouloir les mettre en place et plus on a de gens autour de nous pour vivre ces projets avec nous, mieux c'est, quoi. Et ce livre-là, il a été fait pour ça, pour montrer que, bah, dans un EHPAD, il y a aussi la vie, l'amour, la mort, et tout le reste, voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est top. Donc, bah, on le recommande et il est accessible. On mettra le lien. Voilà, hein, moi, je suis passé par Amazon pour pouvoir le lire en Kindle pour aller plus vite et, et l'avoir sous la main. Ce monde prix, c'est bien ça, tu vois? On est dans un monde qui veut aller vite. Ouais, d'impatience. Nickel. Et ben, merci pour toutes ces infos et puis pour ces précisions et pour cet échange. Et puis, bah, du coup, à bientôt. Merci beaucoup Arnaud, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.